Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'accroche aux élections législatives. Elles ont été maintenues au 29 mars 2020 malgré la menace liée au coronavirus et malgré l'insécurité qui s'est traduite par l'enlèvement ce 25 mars du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Face à la pandémie de Covid-19, certains marchés financiers s'effondrent alors que d'autres résistent, voire rebondissent. C'est le cas du Botswana où les actions enregistrent une hausse de 1,5%. Et puis le célèbre saxophoniste Manu Dibango était bien plus qu'un artiste, car au-delà de la sphère culturelle, son décès a fait réagir le monde économique, humanitaire et politique. Tour d'horizon dans ce journal. Beaucoup redoutaient un report, il n'en est rien, malgré la menace sécuritaire et surtout sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Les électeurs sont appelés aux urnes ce 29 mars pour élire 147 députés au Mali. Le maintien du scrutin a été confirmé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un pari risqué selon certains observateurs. Voyez ce sujet de la rédaction. Pas de changement de calendrier. Les élections législatives se tiendront comme prévu le 29 mars 2020 au Mali. L'annonce a été faite ce mercredi par le président Ibrahim Boubacar Keïta, annonce qui intervient dans un contexte d'urgence sanitaire avec l'enregistrement de 2 cas confirmés de Covid-19 sur le territoire. Les élections législatives émanent de la décision du dialogue national inclusif qui, en avait, rappelez-vous, fixé les échéances. L'exécutif s'est gardé d'interférer dans ce dialogue, salué par tous et considéré comme un grand acquis de notre histoire immédiate. Ces élections se tiendront le 29 mars, c'est-à-dire ce dimanche, et ce dans le respect scrupuleux des mesures barrières. Le gouvernement fera tout pour que cela soit le cas. Il faut dire que ces élections très attendues ont été maintes fois reportées depuis 2018, entraînant la prorogation du mandat des députés jusqu'au 2 mai 2020. Elles seront l'occasion pour la majorité d'éprouver sa crédibilité et pour l'opposition de jauger sa popularité dans la perspective de la présidentielle 2023. Pour autant, les observateurs estiment que les conditions sécuritaires et surtout sanitaires ne sont pas réunies. Vendredi, il y aura une réunion des comités scientifiques qui va donner son avis et je pense que c'est la suite de cette année qu'on saura si véritablement le scrutin de vendredi et de dimanche est maintenu ou pas. Pour l'instant, le gouvernement a maintenu sur l'avis du comité scientifique. Aujourd'hui, le Mali est divisé entre 2 camps. Il y a ceux qui pensent qu'il fallait suspendre le processus électoral et d'autres qui pensent qu'il faut continuer parce que la situation n'est pas encore très critique. Il n'y a eu que 2 cas. Pour moi, si on doit élire les députés dimanche prochain, il faudrait bien qu'on mette en place un dispositif sanitaire assez fort pour que nous puissions éviter d'autres contaminations. Un pari risqué donc, alors que le Mali est jugé particulièrement exposé à la pandémie de coronavirus. Les 7 millions d'électeurs convoqués prendront-ils le risque de se rendre aux urnes? Rien n'est moins sûr. Les observateurs redoutent d'ores et déjà un faible taux de participation. La campagne qui touche à sa fin a été marquée ce mercredi 25 mars par l'enlèvement de Soumaïla Cissé, président du parti URD et chef de file de l'opposition politique. Les autorités de Bamako assurent que toutes les dispositions sont prises pour le retrouver. Résumé des faits dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Parti pour battre campagne dans sa localité de Niafunké, où il est candidat pour les législatives du 29 mars 2020, Soumaïla Cissé, personnalité forte de la scène politique malienne et chef de file de l'opposition ainsi que 11 de ses camarades sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. 4 personnes sont relaxées, dont 2 blessés. Le garde du corps de Soumaïla Cissé a succombé à ses blessures. En fait, ils ont été enlevés par un groupe armé. Nous ne connaissons pas leur identité. C'est des hommes armés, pour nous, non encore identifiés jusque-là. Il faut être clair. Nous regrettons vraiment ce qui est arrivé. Nous avons condamné cette attitude-là. Nous l'avons condamné dans notre communiqué. L'honorable Soumaïla Cissé ainsi que 6 de ses camarades restent toujours dans les mains de leurs ravisseurs dont on ignore les motivations. Toutes les forces sont mobilisées pour retrouver le chef de file de l'opposition. Pas de rançon, il n'y a pas de discussion. Et ce qui est sûr, les informations qui nous parviennent, c'est qu'ils sont quelque part au Mali en bonne santé. Voilà ce que je peux dire.
Et s'il y a d'autres informations, nous allons vous informer, soit par voie de communiqué ou par un autre point de presse, si c'est nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation. C'est le deuxième enlèvement de ce genre durant ces campagnes. Cette situation plonge une fois de plus le pays dans la psychose. Au Cameroun, l'appel au cessez-le-feu lancé par le secrétaire général des Nations Unies a été entendu par l'un des 3 principaux groupes armés séparatistes. Ce dernier s'engage à cesser les hostilités dès ce dimanche 29 mars et pour une durée de 14 jours afin de permettre aux humanitaires de circuler en zone anglophone pour prévenir et lutter contre l'épidémie de Covid-19. Une annonce qui intervient alors que les séparatistes enregistrent d'importants revers sur le terrain. Les autorités de Yaoundé n'ont pas encore réagi. C'est comme jeter de l'argent au sol, peut-on entendre dans les exploitations horticoles au Kenya. La crise du Covid-19 met en effet la filière à genoux. Plus aucune des 100 à 120 000 roses produites quotidiennement et destinées à l'export ne trouve preneur. Le gouvernement est appelé à la rescousse. Voyez ce sujet de la rédaction. Le marché des fleurs est-il sur le point de faner au Kenya? Face à la propagation du coronavirus, les acteurs de la filière craignent une année 2020 désastreuse. Et pour cause, les perturbations engendrées par l'épidémie ont provoqué un écroulement des commandes. L'industrie n'exporte actuellement que 12 tonnes de fleurs coupées par jour, contre 60 tonnes habituellement vers des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Le reste des volumes non expédiés a été détruit. Il n'y a pas de demande en Europe. La quasi-totalité du marché s'est effondrée. Techniquement, notre industrie est bloquée. Bloquée, car la plupart des fermes tournent désormais à 20% de leur capacité. Vu d'ensemble, les effectifs déjà réduits de moitié à 115 000 personnes pourraient passer à 20 000 travailleurs dans les prochaines semaines. Une fois que vous avez déjà coupé les fleurs, il faut forcément les exporter, sinon ça va faner. Or, pour le cas du Kenya, le pont aérien qui a été établi entre les États sans qu'on ne prenne une décision particulière, tous ces ponts sont en train de s'effondrer. Le Kenya va vendre ses fleurs au Cameroun, ce n'est plus possible. Dans la SADC, ce n'est plus possible. Donc même dans les zones économiques au niveau sous-régional, au niveau continental, ce n'est plus possible de se déployer. À plus forte raison maintenant sur le marché américain ou bien sur le marché européen. Le secteur de l'emploi va fatalement subir un grand coup. Si les gens qui sont dans ce maillon, qui contribuent au dénouement d'une opération d'exportation, vont forcément rentrer au chômage ou en sous-activité prononcée. Pour éviter l'effondrement de ce secteur qui a longtemps fait fleurir l'économie kenyane, des discussions ont été engagées avec le gouvernement. Elles portent notamment sur le report d'impôts et sur le remboursement de la TVA, actuellement estimé à 9 milliards de shillings. À noter que le Kenya enregistre actuellement 25 cas confirmés de Covid-19. L'Afrique du Sud passe à la vitesse supérieure. Le confinement total entre en vigueur ce vendredi 27 mars à minuit. 60 millions de citoyens vont donc devoir rester chez eux pendant 21 jours pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19. Seules les personnes travaillant dans les secteurs vitaux sont autorisées à sortir de chez eux. La police, soutenue par l'armée, a été déployée dans les rues pour garantir le respect de cette mesure. Notons que la nation arc-en-ciel enregistre désormais 1000 cas confirmés de coronavirus et 2 décès. Et ce devait être une saison faste pour les dividendes, mais la crise sanitaire remet tout en cause. Les mesures de confinement qui se mettent en place de part et d'autre de la planète cassent l'économie d'échelle et secouent les marchés boursiers. Pratiquement tous sont dans l'incertitude. Quelques-uns arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas notamment du Botswana. C'est un sujet de la rédaction. Les actions du Botswana sont en hausse de 1,5% à cette période de l'année 2020, alors que depuis le début de la crise du coronavirus, les marchés boursiers mondiaux font preuve d'une extrême volatilité. Ainsi, toutes les économies des pays voisins du Botswana sont en berne. Son principal voisin, l'Afrique du Sud, qui a enregistré plus de 550 cas de personnes atteintes de Covid-19, a vu sa bourse s'effondrer de 12% à la date du 16 mars, passant à son plus bas niveau depuis août 2013.
La première raison est que le Botswana a l'une des économies les plus fortes d'Afrique ces 10 dernières années, avec une économie totalement diversifiée. La plupart des acteurs institutionnels présents sur le marché boursier au Botswana sont essentiellement des acteurs nationaux et régionaux. Vous avez une faible présence chinoise au niveau de l'économie botswanaise. Voilà les 3 raisons qui justifient un tel embellissement de la bourse du Botswana. Le marché boursier du Botswana, seul dans le Var, parmi les 94 indices primaires mondiaux suivis par Bloomberg, une résilience en partie due à un décalage entre l'offre et la demande des investisseurs à la recherche d'options limitées d'après les autorités du pays. Les impacts vont commencer à se faire ressentir à partir du mois de mai. Donc nous sommes dans le cadre d'une spéculation tout à fait temporaire. Donc il faut notamment croiser les bras. Il est évident que dans quelques mois, nous allons assister à une baisse progressive alors des investissements sur ce marché boursier. À noter que le Botswana n'avait pas encore signalé de cas de Covid-19 jusqu'au 24 mars. Cependant, les autorités de la bourse du Botswana déclarent qu'à moyen terme, elles s'attendent à voir probablement un impact des crises financières mondiales, notamment liées au coronavirus. Une passerelle entre l'Afrique et le monde, c'est ainsi qu'était considéré Manu Dibango par le président Paul Biya. Une passerelle entre l'Afrique et le monde, mais surtout un excellent ambassadeur du Cameroun. Comme lui, d'autres acteurs politiques ont rendu un hommage au légendaire saxophoniste décédé le 24 mars dernier, Farba Marouna. La légende de la musique mondiale, Manu Dibango, a été enterré ce vendredi en France. Un moment plein d'émotions pour ses fans et tout le Cameroun. À 86 ans, Manu Dibango aura contribué à symboliser le talent et le génie de son pays, le Cameroun, comme l'affirme le président Paul Biya, auquel s'est joint son épouse, dans un émouvant témoignage. J'ai personnellement connu le très talentueux auteur-compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango. Saxophoniste de renom, il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité. Sans aucun doute, Manu, comme il aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès retentissant de Soul Makossa qu'il conquit le monde et entra dans la légende. Toujours attaché à sa terre natale, il fut un excellent ambassadeur artistique du Cameroun, tout en demeurant une passerelle entre l'Afrique et le monde. Avec sa disparition, le Cameroun et l'Afrique perdent un musicien très apprécié et reconnu, et la francophonie l'un de ses meilleurs défenseurs. Manu Dibango était généreux, toujours disponible et porté par une amitié indéfectible, comme celle qu'il rendait à ses plus anciens amis, la bande des années 1950, lors de son arrivée en France. À l'exemple de cet hommage qu'il rendit dans les studios d'Africa 24 au sultan Ibrahim Bombo Njoya, légendaire roi des Bamoun. 20 ans de règne, c'est dans la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille comme on croirait. 20 ans de règne, c'est beaucoup toujours le même que tout le monde a connu et que tout le monde connaît, le respect qu'on doit à la personne et à son trône et tout ça, ça va ensemble. Un sultan qui n'a pas manqué de rendre un vibrant dernier hommage à son indéfectible ami. Pour moi, Manu Dibango n'était pas un ami mais un frère. En effet, nous nous connaissons depuis les années 50 en France avec Ferdinand Oyono, François Senghad-Coates, William Tekim Boumois, Amadou Ayatou, Pokosi Ndoumbe. Ce message vidéo qu'il m'envoie en 2012 dans le cadre de mes 20 ans de règne est le symbole de sa fidélité, sa chaleur et son estime. Je garde de lui le souvenir d'un Camerounais viscéralement attaché à sa patrie, dont il était un digne ambassadeur à travers le monde. Manu, tu es né sobre et propre. Tu repars comme tel. Puisse l'immense héritage que tu as laissé être une source d'inspiration pour la jeune génération. Manu Dibango, l'artiste, était aussi un fidèle parrain et accompagnateur quotidien dès la naissance de la chaîne de télévision Africa 24. Tout au long de nos éditions, nous lui rendrons hommage à travers vos témoignages, la rediffusion de ses émissions phares et celle de ses œuvres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.